Bonjour à tous, alors troisième vidéo de ce volet sur la tectonique de première S où comment Vine, Matthews et Molelli ont découvert l'expansion océanique dans les années 60. Vous êtes prêts? C'est parti! Alors voilà, à l'entrée de la Grande Guerre, nous en sommes restés donc à cette théorie de la dérive des continents, l'existence du Moho, donc d'une séparation entre deux couches rigides. Il y a eu la guerre, tout s'est un peu ralenti. Par contre, la technologie s'est développée et à la sortie de la guerre, nous avons un navire océanographique, le VEMA, qui lui est équipé pour faire de la reconnaissance sous-marine. Il fait des photographies. Il a un échosondeur, il fait de la sismique réflexion, de la détection magnétique, etc. Et donc ce bateau, entre 1953 et 1981, a sondé les océans. Alors, la technique principalement développée à cette époque, ce sont les sondeurs acoustiques. Alors, comment fonctionne le principe du sondage acoustique? Eh bien, tout simplement, les ondes sonores sont envoyées par le bateau. Les ondes sonores se déplacent dans l'eau à la vitesse d'environ 1500 mètres par seconde. 300 mètres par seconde dans l'air. Donc vous voyez, dans l'eau, c'est beaucoup plus rapide. À partir de la surface, on mesure donc le temps de trajet aller-retour d'une onde sonore. Et à ce moment-là, on peut calculer la profondeur. Alors bien sûr, il faut être méthodique. Il faut balayer le fond des océans selon un quadrillage très précis. Et ça a permis pendant plusieurs années de cartographier le fond des océans et de dessiner la carte des fonds océaniques que vous avez tous en couverture de votre bouquin. En plus de ça, on a travaillé donc à la sortie de la guerre sur les reliefs terrestres et on a donc pu dessiner cette carte mondiale des reliefs qui est extraite du logiciel Sismologue que vous devez connaître. Alors qu'est-ce qu'on découvre à cette époque? Qu'il y a une grande dorsale, alors à l'époque on disait une dorsale, qui coupait tous les océans. On en voit des traces partout. Et en fait, donc, tous les fonds océaniques sont coupés par une dorsale géante. Qu'est-ce qu'on trouve d'autre comme relief? On va trouver ici des fosses, c'est-à-dire des enfoncements très importants. Et on va trouver tout autour des plaines abyssales très profondes, jusqu'à 4500 mètres de profondeur en moyenne. Les fosses peuvent descendre jusqu'à 11 000 mètres pour la fosse des Mariannes. Donc on arrive à avoir des images grâce aux sondeurs. Voilà par exemple une image en 3 dimensions noir et blanc de la fosse du Chili. On va très bien remarquer ici le continent. Là, on a la cordillère des Andes. Et à l'ouest de la cordillère des Andes, paf, ça plonge, mais direct. Donc on a un fond océanique ici à 4000 mètres de profondeur. Et on a un trou énorme qui borde le continent. Ils appellent ça une fosse. Voici une bordure de continent, mais on découvre un autre type de bordure. Nous sommes ici sur la pointe sud de l'Amérique. On a la fosse. Mais de l'autre côté, on a un plateau. On découvre que sous l'eau, il y a un plateau. Et on commence à se dire, ah bah tiens, c'est peut-être ça qui gênait pour accrocher les deux continents, Afrique, Amérique, dans la théorie de Wegener, là. C'est peut-être parce qu'il y a des terres sous l'eau qui nous gênent. C'est ce qu'on appelle les plateaux continentaux. On peut commencer alors à faire des coupes du relief, par exemple, entre l'Amérique et l'Afrique. Alors bien sûr, cette coupe, elle a été faite avec le logiciel Sismologue, qui est beaucoup plus récent. On va retrouver le long de ces coupes, donc de nouveaux reliefs, comme par exemple ici la fameuse fosse. Et au milieu de l'océan Atlantique, cette chaîne de montagnes sous-marins, les dorsales. On aurait donc apparemment des morceaux de croûte avec des fractures linéaires où du magma sort et des endroits où ça s'enfonce. Apparemment, il y a un trou, il y a quelque chose qui tombe dedans, c'est obligé, il y a un trou, mais on ne sait pas quoi encore. Pendant ces grandes découvertes du relief océanique et continental, bien sûr, les autres scientifiques travaillent tous dans leur domaine de spécialité. Et on a un géologue britannique, Arthur Holmes, qui est le père de l'échelle des temps géologiques que vous connaissez, qui a inventé la notion de convection mantélique en 1929. Pour lui, il y a des mouvements de chaleur dans le manteau en raison de la radioactivité de la Terre. Pour lui, cette radioactivité génère de la chaleur. Cette chaleur doit s'évacuer et à ce moment-là, on a forcément des courants de convection dans le manteau pour évacuer la chaleur. Donc son idée à lui, c'est qu'on a ici le noyau, là c'est la Terre, et donc on aurait des cellules de convection, c'est-à-dire des endroits où la chaleur monte et ça se refroidit en surface et ça redescend et ça se réchauffe et voilà. Sauf que du coup, on a des colonnes descendantes et des colonnes ascendantes.
Donc pour Holmes, dans le manteau, il y aurait des cellules de convection qui correspondraient à l'évacuation de la chaleur produite par les éléments radioactifs. Et il semble que Wegener, décédé en 1930, n'a jamais eu connaissance de ses travaux. C'est dommage parce que ça lui aurait bien plu, il aurait pu conforter son idée de déplacement des continents. Alors, vous avez un peu du mal avec les processus de transfert de chaleur. Il y a conduction, rayonnement, convection. Alors, conduction, c'est quoi? Vous avez deux milieux. Il y en a un qui produit de la chaleur. Cette chaleur va être conduite au milieu suivant. Il n'y a pas de mélange de matière. C'est exactement quand vous mettez votre main sur le radiateur pour réchauffer votre main. Vous ne récupérez pas l'eau qui circule dans le radiateur. Pourtant, vous vous chauffez. C'est de la conduction. Maintenant, vos deux milieux sont séparés par de l'air. Votre milieu jaune produit de la chaleur. Il va y avoir un rayonnement. Et le rayonnement va arriver au deuxième milieu. Pour la convection, par contre, vous avez la chaleur qui est produite. Cette chaleur va pénétrer dans le deuxième milieu. Mais attention, elle pénètre pourquoi? Parce que de la matière du premier milieu se déplace et l'entraîne avec elle. Donc ici, on a un système de convection, donc transfert de chaleur par déplacement de matière. Alors que dans la conduction, transfert de chaleur sans déplacement de matière. Bon, vous n'arrivez toujours pas à piger conduction, convection, rayonnement? Allez, on prend un radiateur, le radiateur de la maison. Le radiateur fonctionne avec de l'eau. Vous avez de l'eau chaude qui arrive et progressivement, elle se refroidit et elle repart. Alors, elle se refroidit parce qu'elle va perdre de la chaleur. Pourquoi? Parce que tout simplement, la chaleur va passer de l'eau au métal, c'est de la conduction. Vous, si vous mettez votre main sur le métal, vous récupérez la chaleur, c'est encore de la conduction. Ce qui veut dire que l'eau qui a circulé, elle est arrivée, elle a emmené de la chaleur, elle repart, elle est froide. Là, on a de la convection. Maintenant, le petit enfant qui vient à côté du radiateur, lui, il récupère la chaleur qui quitte le métal et cette chaleur va venir le toucher. Alors, bien sûr, il y en aura moins que s'il pose sa main dessus. Ça, c'est du rayonnement. Bon, vous n'avez pas tout pigé? Allez, votre petit bambin, il a froid, qu'est-ce que vous lui faites? Un petit lait bien chaud. Vous allez faire rentrer du lait chaud dans son estomac, vous allez le réchauffer, c'est de la convection. Alors, voici une expérience qui permet de recréer le modèle de convection du manteau. Une bougie, un bol de l'eau, du marc de café. On va allumer, on va voir ce qui se passe. Alors voilà, on a la bougie qui chauffe. Et en chauffant, on voit tout de suite, voilà, il y a des grains de café qui montent. Ils arrivent en surface, ils se refroidissent et ils redescendent. On voit très bien au centre la colonne de grains de café qui monte, qui se refroidissent arriver en surface et qui redescendent sur les côtés. On a des cellules de convection. La théorie de Holmes est confortée par l'étude du flux géothermique. Alors attention, là on a une carte mondiale actuelle qui date de 1997. Mais à l'époque, en 1950, Bullard, Maxwell et Revel, ils ont démontré qu'il n'existe pas de différence marquée entre continent et océan. Par contre, que le flux géothermique est plus élevé que la moyenne au niveau des dorsales. Globalement, ils n'avaient pas tout à fait tort. Regardez, là j'ai du continent, là j'ai un bout d'océan. Par contre, c'est autour de la dorsale que c'est chaud. D'accord? Donc ils n'avaient pas tout à fait tort, c'est juste que c'était pas très précis encore, ils n'avaient pas les techniques actuelles. Mais globalement, les mesures du flux de chaleur terrestre permettent de conforter l'idée de Holmes, c'est-à-dire qu'il y a des cellules de convection et évacuation de chaleur au niveau des dorsales. Ça correspondrait. Ensuite, si on a des convections dans le manteau, c'est qu'on a des mouvements de matière et ça correspondrait aux anomalies de gravité sur la planète qui ont été observées en 1940 par Vénine-Ménez. Il lit notamment les anomalies de gravité positives, ici en rouge, à donc des excès de masse provoqués par la partie plongeante des cellules de convection. Et donc, si on a ici un excédent de matière, pour Vénine-Ménez, c'est que on a une partie plongeante des cellules de convection. On a beaucoup de matière qui s'accumule. Elle plonge sous de la matière existante. Ça corrobore donc l'hypothèse de Holmes. N'oublions pas Harry Hess. Cet officier de marine et géologue américain a beaucoup circulé pendant la guerre sur ses bateaux. Et en fait, en circulant dans le Pacifique, il a découvert ce qu'il appelait des guyos, c'est-à-dire des chapelets d'îles. Et en étudiant ces chapelets d'îles, il a corroboré le fonctionnement des dorsales et la notion de glissement du plancher océanique. Alors on va essayer de voir ce que c'est qu'un guyot. Un guyot, c'est ça, c'est une des étapes de modification d'une île volcanique en atoll. En fait, Hess a remarqué des chapelets d'îles dont forcément
au bout, il y en a une qui active, et plus on s'éloigne, plus les îles sont petites et finissent par être recouvertes de coraux et former des atolls. Il émet donc l'hypothèse du glissement de la croûte, et ce glissement est prouvé par le fait qu'on a une arrivée de magma qui, elle, est stable en profondeur, mais comme la croûte se déplace au-dessus, eh ben, elle entraîne les volcans au fur et à mesure qu'ils sont formés. C'est le principe du point chaud. Un point chaud qui produit du magma, mais au-dessus, une plaque qui glisse et qui entraîne le premier volcan formé. Le premier volcan, c'est celui-là. Sauf qu'il était là. Et sauf que la plaque, elle se déplace comme ça. Et ben hop, hop, il s'éloigne au fur et à mesure. Puis comme il vieillit, ben érosion, il se tasse. Du coup, S va conforter l'idée de Holmes et va lui préciser les cellules de convection qui existent à la surface de la planète en délimitant donc ces cellules de convection. Il va les délimiter grâce aux fosses océaniques et aux dorsales et va donc définir des déplacements de croûte océanique en fonction donc des reliefs trouvés sur la planète, soit des fosses où il semblerait que quelque chose s'enfonce, soit les dorsales où de la matière est fabriquée. Il ne faut pas laisser de côté les données concernant le champ magnétique terrestre. Alors, on savait déjà au début des années 1900 qu'il y avait un champ magnétique terrestre. Notre noyau se comporterait comme un gros aimant, avec actuellement le côté sud dirigé vers pour ce qu'on appelle, nous, le pôle nord magnétique, et le côté nord qui est orienté vers le pôle sud magnétique. À ne pas confondre avec le nord géographique qui est légèrement décalé. Sur la planète, j'ai un axe nord-sud magnétique et un axe nord-sud géographique. Et donc en raison de cet aimant au centre, nous avons, comme pour tout aimant, un champ magnétique qui se met en place. Et donc ce champ magnétique là, c'est lui qui nous protège des vents solaires, sauf voilà, vous voyez ici, il n'y a pas trop de protection. C'est pour ça qu'on a des vents solaires qui réussissent à rentrer au pôle nord et au pôle sud et créer ce qu'on appelle les fameuses aurores boréales. Il y a des perturbations électromagnétiques dans l'atmosphère et ça fait les jolies couleurs. Vous savez, comme dans Frères des ours. Bon, allez, je continue. Ce champ magnétique terrestre, il est enregistré dans les roches et en 1906, Brunès et Matuyama ont découvert dans des différentes couches de basalte qu'il y avait des inversions du champ magnétique. Le basalte contient de la magnétite qui va s'orienter en direction du champ magnétique avant que le basalte ne se solidifie. Vous ne croyez pas? Regardez. Vous venez de voir que le noyau terrestre se comporte comme un aimant géant pour vous prouver donc que dans les coulées de lave, il y a des cristaux de magnétite qui s'orientent en fonction du pôle nord de notre planète. Je vais approcher près de cette boussole un morceau de basalte et vous allez voir que la boussole est légèrement déviée par le morceau de basalte. Vous voyez la légère modification de l'orientation quand j'approche le basalte? Ça ne veut dire qu'une seule chose, c'est que le basalte est magnétique. Donc dans le basalte, il y a forcément des cristaux de magnétite. Pour ceux qui ne sont pas convaincus qu'il y a des cristaux de magnétite dans le basalte, voici du sable noir. Alors j'approche l'aimant. Vous voyez les cristaux bouger? Allez, tout ce qui bouge, c'est de la magnétite. Donc vous voyez, donc dans une coulée de lave qui est en train de se former, qui est chaude, les cristaux de magnétite vont s'orienter selon le champ magnétique terrestre. Et quand la coulée de lave sera figée, tous les cristaux seront orientés dans la même direction, c'est-à-dire celle du pôle nord magnétique. Bon, voilà, convaincu? Vous avez vu? Le basalte est magnétique, vous avez vu les cristaux de magnétite se déplacer sous l'aimant. Donc, on en revient à Brunès et Matuyama. En étudiant les superpositions de coulées de lave sur des volcans terrestres, en étudiant la position des cristaux de magnétite, ils ont pu prouver qu'il y avait des polarités différentes de couche en couche. Et on avait donc des périodes d'inversion. Elles sont en bleu. Donc des flèches bleues qui représentent les périodes d'inversion du champ magnétique. Ça veut dire quoi? Que le pôle nord il est passé au sud et le pôle sud il est passé au nord. On inverse. À partir du moment où on a pu pratiquer la datation absolue sur les roches, donc la radiochronologie, on peut donc définir une échelle des temps en positionnant les inversions du champ magnétique. Et les époques qui ont été nommées portent le nom des découvreurs de ce champ magnétique inversé. Donc on a des preuves que le champ magnétique change et en utilisant cette technologie, on va pouvoir étudier le fond des océans car le fond des océans est produit par les dorsales
Et on va donc pouvoir étudier la dynamique des dorsales en étudiant les inversions du champ magnétique dans les roches produites. Donc à la même époque où on a lancé les bateaux pour réaliser des sondages acoustiques, on a également fait des mesures du champ magnétique enregistré dans les roches au fond des océans. Et on a étudié donc la dorsale de Rekjan et 3 scientifiques, Van, Matthews et Molelli, en 1963, ont donc obtenu ce tracé d'anomalies magnétiques. Des anomalies, donc, on a les anomalies positives et négatives. Donc, on voit très bien ce qu'on appelle ici une peau de zèbre. Et si on regarde par rapport à l'axe de la dorsale, on se pose des questions. On a effectivement des bandes magnétiques de part et d'autre de l'axe de la dorsale qui sont symétriques. Donc ici, on commence à bien mettre en place le fonctionnement des dorsales, à savoir on fabrique au centre et on écarte de chaque côté. Et en étudiant les distances par rapport à l'axe de la dorsale, à cette époque, donc, comme on arrive à dater les roches, on a les distances. Vous avez une distance, vous avez un temps, vous calculez une vitesse. On a donc pu, à cette époque, calculer les vitesses d'expansion des dorsales. Donc, on calcule une vitesse d'un côté, mais il ne faut pas oublier qu'on fabrique les deux côtés en même temps. Donc, si vous calculez pour un côté, il faut faire x2 pour avoir la vitesse globale d'extension. C'est-à-dire, je construis, je pousse de chaque côté. Et c'est comme ça qu'on est arrivé, par exemple, à la vitesse de 9,2 cm par an pour la dorsale Pacifique, qui est la dorsale la plus rapide de notre planète. Ainsi, l'hypothèse de Van, Matthews et Molelli en 1963 se résume ainsi. On a une dorsale. Elle fabrique du basalte et du gabbro. Quand la roche se forme, c'est-à-dire quand le magma, la lave arrivée en surface qui a perdu ses gaz, se refroidit, cette lave va emprisonner les cristaux de magnétite. On va donc définir un champ positif ou négatif. La dorsale continue de fonctionner. Elle rajoute une deuxième couche de roche, elle repousse l'ancienne sur les côtés, et en supposant qu'on ait une inversion du champ magnétique, les cristaux de magnétite vont enregistrer cette inversion. On a donc une inversion négative, couleur claire. Étape suivante, la dorsale continue de fonctionner, elle repousse l'ancienne croûte sur les côtés, elle fabrique de la nouvelle, mais là, si le champ magnétique s'est de nouveau inversé et revenu à la normale, et bien à ce moment-là, on va avoir une couleur noire sur l'enregistrement, d'où la fameuse peau de zèbre sur les enregistrements. Donc à cette époque, on a donc émis un premier modèle entre l'Afrique et l'Amérique du Sud avec la dorsale. Cette dorsale donc reçoit du magma qui provient des profondeurs. Ce magma est monté grâce à une cellule de convection. Et à ce moment-là, on a un phénomène d'expansion océanique avec des bandes positives ou négatives concernant l'enregistrement du champ magnétique. Et on a donc de la croûte océanique qui enregistre les inversions du champ magnétique. Cette croûte océanique est prolongée par la croûte continentale et le tout repose sur le manteau. À cette époque, on n'a pas encore découvert la notion de lithosphère. Alors cette théorie de l'expansion océanique, elle est confortée une fois de plus par les données rapportées par le bateau, le Glomar Challenger, dont je vous ai déjà parlé, qui lui a réalisé des forages dans les fonds océaniques. Et on peut s'intéresser particulièrement donc aux forages qui ont eu lieu autour de la dorsale sud-atlantique. Je vous rappelle que vous avez la dorsale qui est sous la mer, qui fabrique de la CO, qui est connectée à la CC. Cette CC, elle subit de l'érosion. Et on va donc avoir des sédiments qui vont venir se déposer. Et donc le bateau, lui, il est parti de la dorsale, il est allé en direction du continent et il a fait des forages régulièrement. Il a creusé, il a mesuré l'épaisseur des sédiments et il a été daté l'âge du sédiment qui était juste au contact du basalte ici. Donc quand on reporte toutes les données dans un tableau, on s'aperçoit que la profondeur moyenne du toit du basalte, c'est-à-dire là, cette limite de la croûte océanique, on s'aperçoit que plus on s'éloigne de la dorsale, c'est-à-dire qu'on passe du site 16, 15, 14, 19, 20, 21, le site 21, on est à 7200 mètres de profondeur, alors que le site numéro 16 est à 3650. D'accord? Donc le site 16, 15, 14, 19, 20, 21. Là, on s'éloigne de la dorsale. Et on va vers des profondeurs de plus en plus importantes. Si on regarde l'épaisseur du sédiment,
Ici, vers la dorsale, on a 750 mètres. Et quand on s'éloigne de la dorsale, ici, on a 3200 mètres. Donc là, on n'a pas beaucoup de sédiments. Et là, on en a beaucoup. Qu'est-ce que ça signifie? Bah forcément, si j'ai pas beaucoup de sédiments ici, c'est que ça fait pas longtemps qu'ils se sont déposés. Si ça faisait longtemps, j'en aurais beaucoup. Ça veut dire que ce morceau de croûte océanique, ça fait pas longtemps qu'il s'est formé et qu'il a récupéré des sédiments. Par contre, lui, il a une blinde de sédiments au-dessus de sa tronche. Ça fait un bout de temps qu'il s'est formé. Et en plus de ça, il s'est enfoncé sous le poids des sédiments, mais parce qu'aussi, il s'est refroidi, sa densité a augmenté. Mais globalement, si on devait faire un schéma millimétré, j'ai représenté ici, axe 0, c'est ma dorsale. J'ai donc ma distance à la dorsale, à l'ouest et à l'est. Donc là, j'ai ma zone de dorsale. Si je dessine les profondeurs de mon basalte que j'avais fait en rouge, voici le profil de la profondeur de ma croûte océanique. J'ai la même chose de l'autre côté. Donc là, j'ai du basalte, en fait, j'ai ma croûte océanique. Et quand on fait les forages, qu'on date les sédiments, donc on a déjà la profondeur de sédiment, on s'aperçoit qu'elle n'est pas très profonde, elle est régulière. On a l'épaisseur du sédiment et en plus on peut dater le sédiment. Quand on s'aperçoit donc, on n'est pas loin de la dorsale, on a des sédiments qui datent du Miocène, c'est assez récent. Le petit bateau, pof pof pof, il s'éloigne, hop 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 hop, il avance, il creuse ici, tac, tiens, j'ai plus d'épaisseur, non seulement j'ai plus d'épaisseur, mais plus je m'enfonce, plus je tombe sur des sédiments qui sont vieux. Continue d'avancer, tac, tiens, celui-là. Là, j'ai une méga épaisseur et en plus, plus je m'enfonce, plus les sédiments que je trouve sur le basalte sont vieux. Et en fait, ça ne fait que corroborer l'idée que notre basalte, il se déplace et que ce morceau ici de basalte qui est là, il est recouvert par des sédiments qui datent du Crétacé supérieur, c'est-à-dire 75 millions d'années. Ça veut dire que notre morceau de croûte océanique ici, elle a reçu des sédiments qui datent de 75 millions d'années. Donc globalement, elle s'est formée il y a 75 millions d'années. Alors que ma croûte océanique, ici, quand je creuse, elle n'a pas beaucoup de sédiments au-dessus de sa tronche. Et elle a des sédiments qui datent du Miocène, c'est-à-dire 23 millions d'années. Ça veut dire quoi? Que ma croûte, elle s'est formée à 23 millions d'années et tout de suite, elle a été recouverte de poussière, de sédiments. D'accord? Donc, on a ici la preuve que notre basalte s'est déplacé. Donc celui qui est là, il s'est formé il y a 75 millions d'années là. Mais depuis le temps, il s'est déplacé et il s'est recouvert de tonnes et de tonnes et de tonnes et de tonnes de sédiments apportés par les rivières. Alors le fonctionnement d'une dorsale, c'est un peu comme celui des cake machines. Ces tapis roulants qui fabriquent des gâteaux. Le tapis roulant, c'est le basalte qui s'éloigne de la dorsale et qui entraîne avec lui le gâteau, les sédiments, qui au fur et à mesure de leur éloignement se font recouvrir de différentes couches de sédiments plus récents, les glaçages et autres décorations du gâteau. Donc on a ici la preuve supplémentaire d'une expansion océanique, d'un écartement, par le simple fait de l'épaisseur des sédiments.